Qu'est-ce qui t'a poussé à enfreindre le code d'honneur entre amis que tu considérais auparavant comme sacro-saint? Ce soir-là, la fille de mon meilleur ami, Sophie, 8 ans, a débarqué chez moi à minuit, son sac à dos à l'épaule, son lapin en peluche serré contre elle. Quand j'ai ouvert, elle a chuchoté « Tonton Derek, les amis de papa viennent demain et faut que je me cache ». Elle tremblait tant que son lapin lui a glissé des mains à 2 reprises. Je l'ai ramassée avant de lui demander ce qu'elle entendait par « se cacher ». Elle a soulevé sa manche, dévoilant des brûlures de cigarettes sur son avant-bras, certaines encore fraîches, d'autres transformées en cicatrices. D'une voix à peine audible, elle a murmuré « La salle de jeu, seules les filles spéciales y vont, mais si je suis abîmée, ils ne me prendront pas ». Depuis 3 semaines, elle s'infligeait ces brûlures pour qu'on ne la trouve pas attirante. Pris de panique, j'ai aussitôt appelé Liam, les mains moites. Qu'est-ce que Sophie raconte? À la fin, il a éclaté de son rire détendu, celui que je connaissais par cœur après 15 ans d'amitié. Allons, mon vieux, tu sais comme les gosses peuvent être dramatiques. Elle a dû voir un truc à la télé, ramène-la, on va régler ça comme il faut. Mais il y avait une inflexion dans sa voix qui m'a glacé. Sa façon d'insister sur dramatique sonnait trop mécanique, comme s'il s'attendait à mon appel. J'ai coupé court, restant face à Sophie, les yeux rivés au sol. Combien d'autres filles? Ai-je demandé. Elle a levé les mains et compté sur ses doigts. 7, mais je suis la plus grande. Les plus petites ne comprennent pas le jeu. Les textos de Liam pleuvaient sur mon portable. Il m'accusait d'en faire des tonnes, d'avoir enlevé Sophie, menacé d'appeler la police et de me retirer sa garde. Tout ça sur un ton glacé. J'ai fini par appeler ma sœur Vanessa, qui bosse comme assistante sociale. En 20 minutes, elle était là, en pyjama, déjà en train de photographier les bras de Sophie. Ce qu'elle a découvert ne laissait aucun doute. Les brûlures espacées, régulières, intentionnelles. Quand Sophie a décrit la salle de jeu dans la cave de Liam, la façon dont des hommes débarquaient le vendredi soir après le départ des mères, comment Liam choisissait la fillette la plus mignonne de la semaine, Vanessa en était restée blême. Sophie lui a raconté comment elle faisait tout pour se rendre laide aux yeux de Liam et de ses amis afin d'échapper à ce rituel, quitte à se faire du mal. Vanessa a appelé sa responsable tandis que je restais assis près de Sophie, qui commençait à somnoler sur mon canapé. Mon téléphone vibrait sans arrêt, Liam essayant de me culpabiliser, clamant que je détruisais notre amitié pour rien, que Sophie inventait tout pour attirer l'attention, qu'il allait envoyer son avocat me régler mon compte dès le matin. Mais rien ne pouvait me faire oublier ce que j'avais vu sur le corps de Sophie, ni la terreur dans sa voix quand elle évoquait le lendemain soir. 1 heure plus tard, la supérieure de Vanessa est arrivée et a pris la déposition de Sophie, enregistrant tous ses propos. Sophie a donné les prénoms des 7 autres petites filles, toutes issues de familles séparées vivant chez leur père un week-end sur 2. Elle a expliqué qu'elle cherchait toutes des moyens de passer inaperçue. Mia s'arrachait les cheveux par poignées, Zoé portait des vêtements sales, refusait de se laver, d'autres encore avec leur propre méthode. 8 ans à peine et déjà prête à tout pour éviter un mal qu'elle ne savait même pas nommer. La supérieure a immédiatement contacté la police. 2 agents sont arrivés 1 heure plus tard, ont emmené Sophie à l'hôpital pour un examen, pendant que je leur expliquais comment elle avait atterri chez moi. Les policiers étaient d'abord dubitatifs, semblant penser à une querelle parentale ordinaire. Mais en voyant les brûlures et en entendant le récit précis de Sophie, ils ont vite changé de ton. L'un d'eux a appelé un inspecteur, l'autre prenait note de tout ce que Sophie racontait au sujet du mode opératoire. Vers 3 heures du matin, l'inspectrice Rita Alvarez est arrivée à l'hôpital. Environ 45 ans, cheveux poivre et sel tirés vers l'arrière, yeux fatigués mais qui en ont vu d'autres. Elle a interrogé Sophie longuement, pendant qu'une infirmière légiste relevait chaque brûlure avec minutie. Sophie a encore parlé de la salle de jeu au sous-sol, de la porte verrouillée, des caméras manipulées par un ami de Liam, du moment où les hommes notèrent les filles avant de choisir celles qui auraient droit à un moment privé. Rita était restée professionnelle, mais j'ai clairement vu ses mains se crisper quand Sophie lui a expliqué avoir été sélectionnée 2 fois avant de commencer à se brûler. Rita lui a demandé si elle saurait reconnaître les autres filles, ainsi que les pères. Sophie a acquiescé, récitant leurs prénoms et même les adresses qu'elle avait mémorisées pendant les sorties. Pendant que Rita passait un coup de fil, je me suis retrouvé seul dans la salle d'attente, dépassé par la perspective que mon meilleur ami de fac dirigeait, avec d'autres pairs, un réseau d'abus organisés. Liam, mon colocataire 3 ans durant, mon témoin de mariage, un type en qui j'avais une confiance aveugle. À 6 heures, Rita est revenue me dire que 8 perquisitions démarraient simultanément. Elle m'a conseillé de rester disponible, a précisé que Sophie allait être placée en famille d'accueil d'urgence, le temps de démêler tout ça. J'ai demandé à la voir avant son départ. Dans sa chambre d'hôpital, elle était recroquevillée sur son lit, son lapin pressé contre elle. Elle paraissait minuscule et effrayée. Je lui ai assuré qu'elle avait été incroyablement courageuse et qu'elle avait eu raison de parler. Elle s'inquiétait. Est-ce que j'aurais des ennuis pour avoir raconté les secrets? Je lui ai promis que seuls les adultes coupables auraient des comptes à rendre. Rita m'a raccompagné au petit matin. Elle m'a confié que l'opération serait menée de front à 8 heures pour éviter que les suspects s'avertissent entre eux. Elle travaillait depuis 12 ans sur des affaires d'exploitation de mineurs et reconnut immédiatement un mode opératoire classique de réseau structuré.
la salle au sous-sol, le système de points, la routine du vendredi soir, autant de détails trop précis pour que tout cela soit l'œuvre d'un seul homme isolé. Elle ajouta que l'analyse des relevés téléphoniques de Liam montrait l'existence d'un groupe de discussion partagé avec les 7 autres pères, élément clé pour la suite de l'enquête. De retour chez moi, j'étais incapable de réaliser comment j'avais pu rester aveugle si longtemps. Tous ces vendredis soirs où Liam recevait soi-disant des amis pour le match et refusait qu'on passe, ces petits détails auxquels on ne fait pas attention, jusqu'au drame. Il y a eu cette fois où je m'étais pointé à l'improviste et il était entré dans une colère noire, alors qu'il m'avait toujours accueilli comme un frère. Tant de signaux ignorés, parce que c'était mon meilleur ami, parce que j'avais une confiance aveugle en lui. À 8h30, mon téléphone a vibré. Vanessa m'a annoncé que les perquisitions s'étaient déroulées sans encombre et qu'ils avaient retrouvé du matériel vidéo dans les 8 caves. Les pères avaient été placés en garde à vue et les mères interrogées sur ce qu'elles savaient. La mère de Sophie, Nathalie, était au commissariat, effondrée, jurant qu'elle n'avait jamais rien deviné. Elle avait bien vu les brûlures sur les bras de Sophie, mais elle avait cru sur parole Liam, qui parlait d'automutilation provoquée par le stress du divorce. Vers midi, Rita m'a appelé pour que je vienne déposer officiellement au commissariat. J'y ai passé 3 heures, à dérouler 15 ans d'amitié avec Liam, cherchant désespérément ce qui aurait pu m'alerter. J'ai reparlé de ces vendredis soirs poker auxquels je n'avais plus jamais été convié, justement à partir du moment où Sophie s'était mise à venir chez lui, et de la façon dont Liam se braquait chaque fois que je cherchais à rencontrer ses copains de poker, de ces nouvelles serrures posées sur la porte de sa cave, sous prétexte de sécurité. Rita griffonnait tout, et à mesure que je lui racontais, je me sentais de plus en plus écœuré, réalisant à quel point j'avais tout gobé sans poser la moindre question. Les autres pères étaient interrogés séparément. Rita m'a glissé que 2 d'entre eux commençaient déjà à parler, essayant de se dédouaner. L'un prétendait qu'il n'avait fait que regarder, sans jamais toucher personne. Un autre soutenait que Liam l'avait poussé à participer et qu'il s'était laissé entraîner. D'après l'expression de Rita, elle n'en croyait pas un mot. L'affaire a explosé ce soir-là. 8 pères arrêtés dans des rafles coordonnées, tous liés à un réseau d'exploitation d'enfants. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des amis communs cherchaient à savoir si j'étais au courant pour Liam. Certains me soutenaient, d'autres m'accusaient d'en rajouter, de détruire la vie d'un homme irréprochable avec des accusations inventées. Il y a même un vieux pote de la fac qui m'a envoyé un pavé sur les dangers des fausses accusations, expliquant que j'aurais dû régler ça discrètement avec Liam au lieu de mêler la police. Je l'ai bloqué sans hésiter. Vanessa m'a rappelé pour me prévenir que les familles de certains pères prenaient des avocats hors de prix et prévoyaient de transformer l'affaire en complot de mères jalouses, manipulant leurs enfants. Patricia Winters, l'avocate spécialisée la plus offensive de la région, représentait déjà 2 des accusés. À la télévision, elle a martelé que les enfants avaient été endoctrinés par leur mère et que le vrai scandale, c'était ces fausses accusations qui détruisaient la réputation de ces hommes. Sauf que Rita avait en main les preuves, dont les images filmées dans les sous-sols. Pendant la semaine suivante, la police scientifique a fouillé les 8 maisons. Ils ont mis la main sur des centaines de vidéos, stockées sur des disques durs protégés et qui retraçaient des années d'abus. Sur les images, on voyait exactement ce que Sophie avait raconté. Un système de notes, les pères jugeant les fillettes sur l'apparence avant d'en choisir une pour la salle de jeu. Certaines séquences dataient de 2 ans, preuve que tout cela avait commencé bien avant que Sophie ne commence à se brûler. La plus jeune n'avait que 5 ans. Rita me tenait au courant chaque fois qu'il y avait du nouveau, et, à chaque appel, la culpabilité s'alourdissait. Les premiers éléments montraient que Liam avait tout mis en place il y a 3 ans, après avoir rencontré des pères comme lui, sur un forum en ligne. Il les recrutait avec soin, installait la confiance, puis un jour seulement dévoilait le vrai motif de leur vendredi soir. Il s'inventait des règles strictes pour sélectionner leurs victimes et garder le secret. Il parlait dans un groupe, plaisantait sur la prochaine petite élue et échangeait leurs combines pour que les mères ne flairent rien. Nathalie est venue chez moi le lundi suivant, méconnaissable, comme si elle avait pris 10 ans en une semaine. Elle s'est effondrée dans mon salon, en larmes, se demandant comment elle avait pu passer à côté. Depuis 2 ans, Sophie allait chez son père un week-end sur 2, et Nathalie n'avait rien noté de plus que les petits drames habituels d'un enfant de divorcé. Elle avait seulement remarqué que Sophie stressait avant chaque visite, mais pensait à de l'angoisse de séparation. Les brûlures étaient apparues 3 semaines plus tôt, et Sophie avait assuré qu'elle avait joué avec un briquet trouvé. Nathalie l'avait cru. Pourquoi l'aurait-elle inventé ? Je faisais de mon mieux pour la rassurer. Ce n'est pas ta faute. Mais elle secouait la tête, inconsolable. Elle m'a confié que la psy de Sophie l'avait alertée sur son anxiété 6 mois auparavant, mais que Liam était parvenu à la convaincre que la thérapeute en rajoutait pour multiplier les séances. Nathalie avait fini par changer de praticienne, au lieu de creuser la question. L'audience préliminaire a été fixée 3 semaines plus tard. Tu devras expliquer comment Sophie est venue te parler et ce que tu as constaté, m'avait exposé Rita. Déjà, les avocats de la défense tentaient de faire annuler les preuves, de salir la parole de Sophie. Patricia Winters déposait des requêtes, plaidant que les mandats de perquisition étaient fondés sur les inventions d'une gamine influençable, qu'il fallait tout annuler. Elle affirmait que Sophie voulait attirer l'attention, en citant de vieux bulletins où des profs soulignaient son imagination débordante en rédaction.
Le procureur Marcus Shaw ripostait que les mandats reposaient sur des preuves tangibles, les brûlures et les déclarations précises et constantes de Sophie. Il avait même ajouté au dossier un rapport médico-légal démontrant que les brûlures ne pouvaient être infligées seules. Un expert devait attester que les traces prouvaient qu'une main la maintenait pendant les faits. Tout venait contredire la version du briquet, récit soufflé par Liam qui lui avait ordonné de mentir. J'ai passé ces 3 semaines à essayer d'encaisser l'idée que mon meilleur ami était un monstre. Liam et moi, on se connaissait depuis la fac. On avait habité ensemble, voyagé, on avait fait les mariages de l'un et de l'autre. Il m'avait aidé à déménager après mon divorce. J'avais même dépanné financièrement quand son entreprise battait de l'aile. Comment continuer à considérer quelqu'un comme un ami après 15 ans en découvrant qu'il abusait continuellement des enfants, y compris de sa propre fille? Plusieurs de nos amis communs ont coupé tout contact, avalant sans réserve la défense de l'avocate de Liam, persuadés que tout cela n'était qu'un complot orchestré par des ex-femmes animées par la rancœur qui auraient remonté les enfants contre leur père. L'un d'eux m'a reproché d'avoir trahi la solidarité masculine en appelant la police plutôt qu'en réglant l'affaire discrètement, entre hommes. Selon lui, un vrai ami s'en serait occupé en interne, sans impliquer la justice. Je lui ai rétorqué que cette soi-disant solidarité n'avait pas sa place face à la maltraitance d'enfants, et sur ce, je l'ai bloqué. Ça fait mal de perdre des amis qui préfèrent défendre un bourreau plutôt que de croire les victimes. L'audience préliminaire a été éprouvante. Assis au fond de la salle, j'ai assisté, impuissant, pendant que 8 avocats s'acharnaient à discréditer Sophie. Patricia Winters, la pire du lot, insinuait que Sophie n'était qu'une adolescente perturbée, incapable d'encaisser le divorce de ses parents, et avançait que le dossier scolaire de Sophie prouvait qu'elle avait déjà menti, allant jusqu'à rappeler l'épisode du « Mon chien a mangé mes devoirs ». Selon elle, Sophie n'était qu'une fabuleuse menteuse cherchant à attirer l'attention avec des accusations outrageuses. Mais le procureur a projeté l'une des vidéos retrouvées chez Liam. Le silence s'est abattu sur la salle. On n'entendait que les pleurs de Sophie, hors champ, pendant que Liam demandait à quelqu'un de démarrer l'enregistrement. Le juge a aussitôt suspendu l'audience et 3 avocats de la défense se sont précipités en aparté avec leurs clients. À la reprise, 2 pairs Avendors aient déjà remercié Patricia Winters et négocièrent des accords avec l'accusation. Ils avaient saisi qu'après avoir visionné ces images, aucun jury au monde ne pourrait les épargner. Quant à Liam, il campait sur ses positions et refusait toute négociation. Son nouvel avocat, maître Gregory Stone, affirmait que les vidéos, en réalité, ne prouvaient rien d'autre que des maladresses, sans aller jusqu'à l'abus. Il défendait l'idée que les pères filmaient ces scènes à des fins éducatives, pour documenter les troubles de leur fille, qui, selon lui, s'auto-mutilait. Il présentait le système de notation comme un prétendu outil psychologique conçu par le groupe. Le juge, écœuré, décida néanmoins de le laisser aller au bout de sa démonstration. Le procès fut fixé à 4 mois plus tard. En attendant, les 8 filles avaient toutes été placées en famille d'accueil spécialisée, sous la responsabilité de professionnels formés au traumatisme. Sophie était accueillie chez Dorothy, une femme expérimentée, forte de 3 décennies passées auprès de jeunes victimes de maltraitance. Sur l'initiative de Vanessa, je bénéficiais d'un droit de visite mensuel, mais toujours encadré. La première rencontre fut tout sauf facile. Sophie s'était refermée, paraissait plus fragile, plus absente. Elle avait cessé de se brûler, mais elle arrachait désormais ses cils dès que l'angoisse la gagnait. Dorothy m'expliqua que c'était une façon pour certains de reprendre un minimum de contrôle sur leur corps, lorsque tout le reste leur échappe. Sophie me montra les dessins réalisés en thérapie, certains sombres, peuplés de silhouettes dans des sous-sols, de caméras, de visages menaçants, mais d'autres, à l'inverse, pleins d'espoir, avec des arcs-en-ciel, des maisons, une petite fille qui serre un lapin. Pour Dorothy, ce contraste était bon signe. Cela prouvait que Sophie, malgré tout, n'avait pas complètement renoncé à croire en des jours meilleurs. 2 des mères, jusque-là terrorisées, avaient accepté de parler. Liam les faisait chanter à l'aide de photos prises lors des gardes alternées, menaçant de les faire passer pour inaptes si elles s'obstinaient à poser des questions. Rebecca m'a confié « J'ai découvert des bleus sur ma fille Mia il y a 6 mois. Et quand j'ai demandé des comptes à Liam, il m'a sorti une photo de ma voiture garée devant un bar, en pleine nuit. Il m'a lancé qu'un juge serait ravi d'apprendre l'existence de mon soi-disant problème d'alcool et que je ferais mieux de m'occuper de mes affaires au lieu de l'accuser. Terrifiée à l'idée de perdre la garde de sa fille, elle avait abandonné. Une autre mère, Grace, avait essayé d'alerter les services sociaux 10 mois plus tôt. Après une enquête vite expédiée, l'affaire avait été classée, Liam ayant brandi des bulletins scolaires censés prouver que les filles fabulaient et cherchaient juste à attirer l'attention. Il avait toujours un coup d'avance, préparant des dossiers qui dépeignaient les mères en hystériques et les filles en affabulatrices.
Le système n'avait pas su protéger ses enfants, et Liam excellait dans l'art d'exploiter la moindre faille. Rita, quant à elle, s'acharnait à rassembler les preuves d'un véritable réseau orchestré par Liam. C'était lui qui avait conçu le forum où les pairs se rencontraient, lui qui avait mis au point ce système de notation, de sélection, fourni le matériel de vidéosurveillance et appris aux autres comment crypter les fichiers. Sur le groupe de discussion, il jouait clairement le rôle du meneur, les autres lui emboîtant le pas. Mon témoignage était programmé pour le 2e jour du procès. La veille, j'ai relu chaque mot avec le procureur qui m'avait prévenu. Stone va chercher à faire passer votre témoignage pour une revanche d'amis jaloux en insinuant que vous n'agissez que pour nuire à Liam ou prendre sa place comme figure paternelle auprès de Sophie. Quoi qu'il tente, restez zen et factuel. Quand mon heure est venue, la salle était archi-comble. J'ai aperçu Nathalie au premier rang, entourée des autres mères. Sophie n'était pas là, puisqu'elle avait témoigné à distance par visioconférence pour éviter d'affronter Liam en face. J'ai raconté ce soir où elle était venue frapper à ma porte, en pleine nuit, pétrifiée, et m'avait montré ses brûlures. J'ai décrit l'appel que j'avais passé à Liam, sa réaction sur la défensive, cette façon de se défausser, sa voix étrangement détachée. Lors du contre-interrogatoire, Stone a été implacable. Il m'a questionné sur mon divorce, insinué que j'enviais la stabilité apparente de Liam, qu'au fond j'essayais de l'évincer de la vie de Sophie. Il est même allé jusqu'à ressortir quelques textos où j'avouais à demi-mot ma solitude, suggérant que je voulais me rapprocher de Sophie en devenant son nouveau repère masculin. Le procureur interrompait fréquemment, mais Stone avait semé le doute dans les esprits. Il m'a lancé. « Vous avez autre chose que les paroles d'une enfant choquée à avancer comme preuve ?» J'ai répliqué que les brûlures, elles, ne relevaient pas de simples histoires, mais bel et bien de faits concrets. Le procès a duré 3 semaines. Le jury a écouté les exposés des experts médico-légaux qui ont décortiqué les vidéos et démontré l'organisation systématique des sévices. Des thérapeutes sont venus raconter leur suivi, décrire les réactions des filles et expliquer le travail mené avec elles. Les mères, elles, sont venues expliquer comment elles avaient été manipulées, poussées au silence. 2 pères, qui avaient avoué, ont raconté comment Liam avait orchestré toute l'affaire, recruté d'autres hommes et structuré le réseau. Et puis, il y avait les vidéos, d'une violence insoutenable, que le jury a dû regarder. Après 6 heures de délibération, tous les accusés encore jugés ont été déclarés coupables sur l'ensemble des chefs d'inculpation. Liam, lui, a été reconnu coupable de complot, maltraitance sur mineurs, exploitation et séquestration. La sentence est tombée 6 semaines plus tard. Liam, menotte au poignet, a été envoyé derrière les barreaux en attendant le verdict final. Au moment où il a été conduit hors de la salle, il m'a lancé un regard noir, chargé d'une haine brute, comme si dans cette histoire c'était moi le bourreau et non lui, le responsable de tant de souffrances. Le jour de la condamnation, toutes les mères avec leurs filles étaient venues au tribunal. Sophie était là, serrée contre Dorothy, encore un peu crispée. Le juge a longuement écouté les victimes. 5 mères ont pris la parole pour raconter comment leurs filles avaient vu leur enfance brisée, leur confiance anéantie. Rebecca a témoigné, Mia fait des cauchemars sans arrêt. Elle refuse toute présence d'un homme adulte. Grace a expliqué. Ma fille Zoé a complètement arrêté de s'alimenter. On a dû l'hospitaliser pour dénutrition. Quand le juge a pris la parole, il a insisté pendant un bon quart d'heure sur le caractère méthodique et réfléchi des crimes de Liam. Vous avez monté tout un système, recruté d'autres pères, et jamais vous n'avez laissé paraître le moindre remords, a-t-il déclaré. Votre façon de rejeter la faute sur les victimes et leurs mères témoigne d'une absence totale d'empathie et de sens des responsabilités. Liam a pris 35 ans de prison ferme, sans possibilité de demander une remise avant 20 ans. Les autres pères ont écopé de peine, allant de 12 à 25 ans. Quand je suis sorti du tribunal, je me suis retrouvé envahi par un mélange étrange. Soulagé de penser que Sophie et les autres enfants étaient enfin en sécurité. Dévasté par la prise de conscience que mon amitié avec Liam n'avait été qu'un tissu de mensonges. Dehors, Vanessa m'attendait. Elle m'a serré fort contre elle et m'a soufflé à l'oreille. « Je suis fier de toi. Tu as choisi Sophie. Tu as laissé tomber une amitié qui ne valait rien. » L'année suivante, les progrès de Sophie ont été spectaculaires. Elle vivait chez Dorothy, continuait sa thérapie 2 fois par semaine. Les attitudes d'automutilation ont peu à peu disparu, remplacées par des manières plus saines de dompter l'angoisse. Ses cils l'ont repoussée. Elle a arrêté de se scruter dans le miroir, inquiète de paraître trop jolie et donc fragile. Je continuais à venir la voir 1 fois par mois, toujours sous le regard attentif de Dorothy. On jouait, on faisait des cookies, on refaisait le monde. Elle a recommencé à m'appeler tonton Derek, alors qu'elle s'était contentée d'un froid Derek pendant des mois. Nathalie, de son côté, a tout fait pour recoller les morceaux avec sa fille, participant à la thérapie familiale, tentant de surmonter la honte de n'avoir rien vu.
La thérapeute leur a montré à quel point Liam avait manipulé leur entourage avec une habileté redoutable. Au bout d'un an passé en famille d'accueil, après beaucoup de séances et un suivi régulier de l'aide sociale à l'enfance, Sophie a pu retrouver Nathalie. Tout s'est fait progressivement. D'abord des visites en journée, ensuite des nuits, puis les week-ends, jusqu'à ce que Sophie se sente assez rassurée pour réintégrer la maison pour de bon. Dorothy, elle, est restée un pilier pour elles deux. Les autres familles ont suivi des chemins de reconstruction similaires, avec plus ou moins de succès. Certaines mères et filles ont pu renouer, d'autres n'ont pas réussi à dépasser les rancœurs, malgré la thérapie. 2 d'entre elles ont lancé un groupe de parole mensuel pour partager ressources et bonnes pratiques. Rebecca est allée plus loin en montant une association dédiée à la sensibilisation des parents aux signes de maltraitance. Elle intervenait dans les écoles, les centres, apprenait aux familles à suivre leur intuition quand quelque chose clochait. Grace, bénévole à ses côtés, racontait comment elle avait sollicité l'ASE, en vain. Ensemble, elles se sont battues pour améliorer les circuits de signalement et de protection. J'ai fini moi aussi par m'investir dans l'association en racontant ce que j'avais vécu du point de vue du proche. Comment la fidélité peut nous aveugler devant l'inacceptable, même quand les faits nous crèvent les yeux. Ce n'était pas simple d'avouer combien de signaux m'avaient échappé, ni de reconnaître que j'avais moi-même étouffé mes doutes sur Liam. Mais il faut que les gens sachent. Les agresseurs n'ont pas forcément le visage du monstre. Ils peuvent être votre copain, votre frère, votre entraîneur, votre voisin. Toujours sympathique, serviable, inspirant confiance. C'est comme ça qu'ils progressent vers leurs victimes. Ce que j'ai eu le plus de mal à expliquer, c'est ce fameux code de solidarité masculine. Cette idée nocive selon laquelle on doit couvrir les copains, ne jamais remettre l'homme du groupe en cause, surtout pas devant des étrangers. J'ai grandi avec ces non-dits autour de la loyauté, l'interdiction de dénoncer un ami. Pourtant, ce code n'a rien à voir avec l'honneur ou avec l'amitié véritable. La vraie fidélité, c'est tenir ses proches responsables de leurs actes et protéger ceux qui sont trop vulnérables pour se défendre. Un jour, pendant une intervention, un adolescent m'a demandé si je regrettais d'avoir perdu mon meilleur ami. Je n'ai pas tourné autour du pot. Je regrette que Liam ait tout basé sur un mensonge, mais je n'ai aucune hésitation. Je ne regrette ni d'avoir appelé la police ce soir-là, ni d'avoir témoigné au procès, ni aucune décision qui a mis la sécurité de Sophie avant mon confort à moi. 3 ans après la condamnation de Liam, Sophie avait 11 ans. Elle s'épanouissait. Du foot, des cours de dessin, des amitiés d'enfants. Elle retrouvait une vie normale. Elle continuait à voir sa psy une fois par mois, pour le suivi, mais la crise, elle, était derrière elle. Un jour, elle a pris le temps d'écrire une lettre pendant une séance, me remerciant d'avoir cru une petite fille de 8 ans terrifiée en pleine nuit et d'avoir privilégié sa sécurité à une amitié. Selon ses mots, ce choix lui avait sauvé la vie et permis de devenir la personne qu'elle était désormais. Relire cette lettre m'émeut toujours, car j'ai failli ce soir-là faire le mauvais choix. Lorsque Sophie a frappé à la porte, à moitié endormie, perdue, j'ai bien failli croire Liam qui minimisait la situation et disait qu'elle exagérait tout. Ce qui m'a retenu, c'était cette détresse dans ses yeux et surtout les marques sur sa peau. Aujourd'hui, je peux rendre visite à Sophie chez Nathalie sans surveillance. On partage des dîners simples. Sophie me parle de l'école, de ses copines, des projets artistiques qui l'enthousiasment. Des moments banals, paisibles. Avec Nathalie, nous sommes devenus proches à force de traverser l'épreuve ensemble, animés par le même désir d'aider Sophie à se remettre. Parfois, il m'arrive de surprendre le regard de Nathalie posé sur sa fille, teinté à la fois d'amour et de remords, même si sa thérapeute lui a appris à ne plus s'accabler. Tous nous garderons des cicatrices, même si elles n'auront rien de comparable avec ce que Sophie et les autres ont enduré. 5 ans après cette fameuse nuit, Sophie m'a demandé un jour pourquoi je l'avais choisie elle, alors que son père était censé être mon meilleur ami. Nous étions installés dans le jardin de Nathalie quand elle a voulu aborder le sujet. Elle m'a expliqué qu'à l'école, certains couvrent leurs amis même lorsqu'ils commettent de mauvaises actions. Et elle voulait comprendre pourquoi, moi, je n'avais pas protégé son père. Il m'a fallu du temps pour répondre. Je lui ai dit que l'amitié sincère, c'est aussi pousser les autres à devenir meilleurs, pas fermer les yeux sur leurs fautes. Pour moi, la fidélité n'implique en rien de taire des crimes, ni de mettre en danger qui que ce soit. Elle était une enfant en souffrance, et j'ai toujours pensé que la sécurité d'un enfant passe avant n'importe quelle amitié. Sophie a hoché la tête lentement, puis m'a demandé si j'étais attristé d'avoir perdu mon ami de l'époque. J'ai reconnu que ce qui me peinait, c'était surtout d'avoir perdu l'image que j'avais de lui, mais qu'en réalité, l'ami que je pensais connaître était sans doute une illusion. Peut-être que je n'ai rien perdu, que je me suis simplement aperçu que je ne l'avais jamais vraiment connu. Cette conversation m'a marqué, elle témoigne de la complexité de ces situations. Je n'ai rien d'un héros parce que j'ai tendu la main à Sophie. J'ai seulement fait ce que tout adulte devrait faire lorsqu'un enfant appelle à l'aide. Je ne suis pas non plus irréprochable,
car moi aussi j'ai préféré ignorer certains signaux, croire les versions rassurantes de Liam plutôt que d'affronter l'inacceptable. On sait tous combien il est tentant de détourner les yeux quand la vérité nous bouscule. Depuis, l'association n'a cessé de grandir. Rebecca a monté de nouveaux programmes de prévention dans les écoles, mis en place des groupes de soutien pour les familles touchées par la maltraitance. Grace a conçu une formation à destination des travailleurs sociaux pour les aider à repérer les manipulations des agresseurs et la façon dont ils tentent de décrédibiliser les signalements. De mon côté, j'animais des ateliers auprès de groupes d'hommes et d'équipes sportives autour de la masculinité toxique et du fameux code des copains, pour remettre en cause l'idée que la loyauté consiste à protéger ceux qui font du mal. Après certaines de mes interventions, des hommes sont venus me remercier de leur avoir offert les mots et la permission de réagir, là où ils auraient pu détourner le regard. L'un a eu le courage de signaler son beau-frère pour des soupçons de maltraitance, un autre a su remettre en question les blagues douteuses de son entourage qui banalisaient la violence. Ces petits gestes ont, peu à peu, enclenché un vrai changement de mentalité. Pour ses 14 ans, Nathalie a organisé une fête avec les amis de classe de Sophie, et je lui ai offert une mallette de dessin digne d'une vraie artiste, car elle s'y investissait vraiment. En l'ouvrant, j'ai vu son visage s'illuminer de bonheur. Plus tard, pendant que les autres savourèrent le gâteau, Sophie est venue me serrer dans ses bras. Elle m'a dit « Tu fais partie de mes personnes préférées, et je suis heureuse que tu aies eu le courage de m'aider, même si ce n'était pas évident. » Ce câlin-là donnait sens à toutes les difficultés traversées, les amitiés perdues, les messages blessants, les témoignages douloureux, le deuil de Liam. Tout en valait la peine, car Sophie était à l'abri. Elle avançait dans la vie, réinventant son avenir bien loin des horreurs infligées par Liam. Lorsqu'on me demande comment va mon ancien meilleur ami, je réponds sans rien cacher ni enjoliver. Liam purge une peine de 35 ans pour avoir orchestré un réseau d'abus sur mineurs. Cette amitié, je me rends compte aujourd'hui qu'elle était aussi bâtie sur du vent. La personne que je croyais voir en lui me manque parfois, mais au fond, elle n'a jamais existé. Et je ne regretterai jamais d'avoir brisé l'omerta du code entre hommes pour protéger un enfant. À 16 ans, Sophie était devenue une jeune femme impressionnante, capable de transformer son traumatisme en force. Elle intervenait dans les lycées pour sensibiliser à la reconnaissance des signes de maltraitance et rappeler l'importance de faire confiance à son instinct quand quelque chose ne tourne pas rond. Elle s'impliquait en tant que bénévole dans une association, épaulait des filles plus jeunes victimes comme elle, poursuivait de très bons résultats scolaires et venait d'être acceptée dans un prestigieux programme artistique d'été. Tout cela n'effaçait rien de son passé, mais ça prouvait que le traumatisme ne commande pas une vie tout entière. Je suis allé la voir lors d'une de ses prises de parole au lycée et j'ai été frappé par sa force, sa clarté. Sans détour, elle a raconté la salle de jeu, les brûlures, la peur, sans pour autant se laisser submerger. Elle a expliqué que le fait de parler l'avait sauvée, ainsi que 6 autres filles, et souligné l'importance d'avoir eu affaire à des adultes capables d'écouter et d'agir. Quand elle a eu terminé, tous les élèves se sont levés pour l'applaudir. Une élève est alors venue la trouver pour lui demander de parler en privé. Avec Dorothy, nous avons attendu qu'elles aient en fini. Lorsque Sophie est revenue, elle nous a expliqué que cette jeune fille venait de lui confier que chez elle aussi, des choses graves semblaient en se passer. Sophie lui a donné le numéro du centre d'aide. Aujourd'hui, Sophie s'apprête à entrer à l'université pour étudier la psychologie, avec le souhait d'accompagner d'autres survivantes et de s'investir dans des actions de prévention. Nathalie éprouvait à la fois de la fierté pour elle-même et une immense angoisse à l'idée de voir sa fille s'envoler vers une nouvelle vie après toutes les épreuves traversées ensemble. Pourtant, Sophie, elle, se sentait prête. Elle avait trouvé la force et la maturité nécessaires pour vivre de façon autonome, tout en poursuivant son suivi thérapeutique et en maintenant ses soutiens essentiels. La veille de son départ pour la fac, elle est venue dîner à la maison. On a discuté de ses cours, de sa future coloc, des questions de sécurité sur le campus, comme 2 personnes ordinaires qui préparent un nouveau départ. Et puis, elle m'a surpris. Elle m'a confié avoir pardonné à son père, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que porter cette colère en elle l'épuisait chaque jour un peu plus. Pardonner ne signifiait pas passer l'éponge ni accepter ses actes, encore moins renouer des liens. Elle voulait simplement se libérer du poids que cette histoire faisait peser sur sa vie. Je n'ai pu m'empêcher de lui dire combien je la trouvais incroyablement mature et courageuse. Elle avait réussi à reconnaître ce qu'elle avait traversé sans pour autant s'y enfermer. Elle restait Sophie avant tout, l'artiste, la militante, l'étudiante en psychologie, une survivante devenue plus forte par l'épreuve. Le traumatisme faisait partie de son histoire, mais il n'était plus ce qui la définissait. C'était là, à mes yeux, le plus beau des triomphes sur Liam et sur ce qu'il avait voulu lui infliger.
Dans mon engagement associatif, je croisais souvent des hommes confrontés à des situations similaires. Ils découvraient qu'un ami ou un proche avait commis des actes graves et se retrouvaient écartelés entre la loyauté et la nécessité d'agir justement. Je leur racontais ce soir où Sophie avait frappé à ma porte, le dilemme déchirant, la tentation de croire aux justifications de Liam et comment j'avais failli reléguer Sophie vers le danger simplement parce que la vérité dérangeait. Ces échanges aidaient souvent ces hommes à réaliser qu'en réalité, ce fameux code entre mecs ne servait qu'à protéger les agresseurs, alors que le véritable courage, c'est de se ranger du côté des plus fragiles, quitte à sacrifier une amitié. Plusieurs m'ont remercié ensuite, m'avouant que mon histoire leur avait donné l'élan de faire ce qui s'imposait. L'un a signalé son frère pour des soupçons de maltraitance, un autre a confronté un ami dont les comportements auprès des enfants inquiétaient. Grâce à ces petits gestes de courage, la culture changeait peu à peu. On commençait à remettre en cause cette règle absurde selon laquelle les hommes devraient toujours se couvrir mutuellement, quel qu'en soit le prix. Avec le recul, je mesure à quel point ce moment précis a tout bouleversé. Ouvrir cette porte à une fillette terrifiée a débouché sur 8 condamnations, une réforme des protocoles d'enquête, la fondation d'une association nationale et la mise à l'abri de centaines d'autres enfants. Je n'ai jamais eu l'impression d'accomplir un acte héroïque sur le coup. J'étais simplement quelqu'un incapable de détourner les yeux devant une petite fille brûlée et la peur dans sa voix. Mais le vrai courage, c'est souvent ça. Choisir, à un instant donné, de privilégier la sécurité d'autrui plutôt que son propre confort. Plus tard, Sophie m'a demandé si j'accepterais de l'accompagner à l'hôtel le jour de son mariage, car il n'était pas question que ce soit son père biologique. J'ai dit oui, évidemment, ému qu'elle me confie cet honneur. La cérémonie était splendide. Nathalie n'a pas pu retenir ses larmes du début à la fin. Dorothy, installée au premier rang, affichait un sourire radieux. Les collègues de Sophie à l'association étaient présents, ainsi que plusieurs anciennes du premier groupe de survivantes. Toutes avaient réussi à se reconstruire, malgré leurs blessures. Au moment de ses vœux, Sophie a dit que l'amour, c'était savoir placer le bien-être de l'autre avant son propre confort. Elle m'a regardé en prononçant ces mots et j'ai compris que son esprit retournait à cette soirée fatidique. Durant la réception, j'ai pris la parole pour souligner la résilience de Sophie et saluer sa capacité à transformer son traumatisme en force au service des autres. J'ai dit combien j'étais fier d'avoir pu jouer un petit rôle dans son histoire. Puis, j'ai levé mon verre à celles et ceux qui font le choix du courage, qui brisent les cercles du silence et qui donnent la parole aux enfants. Plus tard, en observant Sophie danser avec son épouse, Nathalie m'a rejoint et m'a dit « Merci d'avoir cru Sophie ce soir-là. Merci d'avoir prévenu la police au lieu de régler ça entre nous. Merci pour tout. » Je lui ai répondu que nous avions été nombreux à soutenir Sophie, que sa guérison avait été portée par tout un collectif. Mais Nathalie a insisté. Tout avait commencé avec ma décision, cette nuit-là, d'ouvrir la porte et de choisir Sophie plutôt que Liam. C'est ce choix qui a tout déclenché. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater la suite.